Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue dans ce journal. Voici les grandes articulations. Le monde réfléchit à la relance de l'économie après la Covid-19. Ouverture ce samedi du Forum de Doha. La ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, participe à cette rencontre diplomatique consacrée au sujet d'intérêt mondial. Kandia Camara a présenté le plan de riposte contre cette crise sanitaire et la détermination de la Côte d'Ivoire à booster son économie après 2 années de pandémie. Et ici en Côte d'Ivoire, la question de la relance post-crise au centre de la TICAD. La ministre du Plan appelle au renforcement de la coopération entre la Côte d'Ivoire et le Japon. Elle a pris part aux échanges de cette 8e conférence internationale de Tokyo tenue ce samedi en ligne. Pour Nialé Kaba, ce soutien permettra à la Côte d'Ivoire de réduire les impacts de la Covid-19. Et puis dans ce journal, on parlera aussi du renforcement des relations de coopération ivoiro-marocaine. Le ministre des Transports en visite de travail au Maroc a rencontré son homologue et échangé avec le président du groupe Tangemed, un modèle de réussite dans le secteur portuaire aujourd'hui, logistique sur le continent, des projets annoncés bientôt réalisés en Côte d'Ivoire. Et puis la CEDEAO n'est pas d'accord avec le Mali. L'organisation ouest-africaine était réunie à Accra, au Ghana. Les sanctions contre Bamako sont maintenues. La Guinée et le Burkina Faso n'y échappent pas. La Guinée jusqu'à fin avril 2022 pour présenter un calendrier acceptable de la transition. Elle est citée parmi les 3 belles femmes du monde. Un triomphe dans les Caraïbes, sur les bords de San Juan. C'est la première fois qu'une Ivoirienne atteint ce niveau de la compétition. C'est donc une gloire nationale. Sur son 1,80 m, la posture, le sourire, le regard, la façon de marcher, de parler, de bouger, Porto Rico est conquis. Miss Côte d'Ivoire, Miss Monde Afrique 2021, 2e dauphine Miss Monde. Elle est l'invitée de la page culture de ce soir. Bonsoir, Olivia. Bonsoir, quelle introduction, waouh. Alors c'était la RTI que vous a accordé l'interview de retour de Porto Rico. En plus, vous étiez en mode repos, on vous a sorti de là. Oui. Mais c'est un honneur, merci pour cet honneur, Olivia. Merci à vous. Alors, juste savoir, comment on se sent après une telle victoire? Sur un nuage, on se sent fier. On se sent reconnaissante du soutien de tout un pays, commençant par le couple présidentiel, son Excellence Alassane Ouattara et la marraine de Miss Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, et aussi le Comici, tous les Ivoiriens, tous les médias, tous ceux qui m'ont soutenu. Je ne peux que dire merci, merci, encore merci 1000 fois pour tout le soutien et toutes les bénédictions. Alors, c'était un défi pour vous, mais c'était surtout palpitant pour les Ivoiriens qui avaient le cœur à Porto Rico. Alors, on vous retrouve tout de suite. On fait d'abord un tour de l'actualité et on en reparle. On se rend d'abord au Qatar. La ministre des Affaires étrangères est en mission de travail. Ce samedi, elle a pris part à l'ouverture du Forum de Doha. Kandia Camara a participé à un panel sur le redécollage économique de l'Afrique après la Covid-19. Elle a présenté le plan de riposte contre la pandémie et la détermination de la Côte d'Ivoire à relancer son économie. Michel Digré est notre envoyé spécial à Doha. Les défis mondiaux de développement et de paix au cœur du Forum de Doha. Hommes politiques de premier rang, décideurs et intellectuels de plusieurs pays sont dans la capitale qatari pour trouver des solutions avec la force des arguments et du verbe. Cette plateforme que nous avions lancée il y a 22 ans est un lieu de rendez-vous pour les experts et les médias du monde entier. Nous sommes heureux que sa création ait ouvert la voie à l'émergence de nombreux forums qui contribuent à faire avancer le débat sur des sujets d'intérêt. Présente à ce forum, la ministre des Affaires étrangères de Côte d'Ivoire a participé à un panel portant sur l'Afrique post-pandémie Covid-19. L'Afrique est un continent résilient. Il y a 2 ans, toutes les conversations prédisaient que cette pandémie allait décimer l'Afrique. Face à la Covid-19, l'Afrique a tenu bon contrairement aux autres continents, mais elle retient d'importantes leçons pour son économie. La nouvelle vision que nous avons en Côte d'Ivoire, impulsée par le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, c'est de passer à l'industrialisation. Surtout qu'avec la pandémie, tout le monde a constaté qu'il n'y avait plus de contact entre les pays développés et les pays africains, entre les producteurs et les transformateurs, puisqu'il n'y avait plus de voyages, il n'y avait plus de liens. Et donc, cela nous a fait prendre conscience qu'il fallait dorénavant développer la transformation des matières premières sur place en Afrique, singulièrement en Côte d'Ivoire. Cela va permettre évidemment de créer des emplois pour les jeunes et les femmes, mais cela va permettre d'avoir des ressources pour nos pays africains, pour la Côte d'Ivoire,
pour continuer son développement. Avant ce panel, la ministre Kandia Camara a eu une séance de travail avec son homologue du Qatar pour parler de coopération bilatérale, mais surtout d'opportunités d'investissement en Côte d'Ivoire. Et la Côte d'Ivoire qui veut aussi renforcer sa coopération avec le Japon. La ministre du Plan a pris part à la 8e conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique. Nialé Kaba précise que le renforcement des relations permettra au pays de réduire les impacts de la pandémie de Covid-19 sur l'économie nationale. On voit la rencontre qui s'est déroulée par visioconférence avec Jean-Luc Bambo. C'est depuis la salle de conférence du 20e étage à l'immeuble Siam que Kaba Nialé a fait son adresse à la 8e conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique, TICAD 8. Une adresse sous forme de bilan de la coopération entre le Japon et la Côte d'Ivoire. Je voudrais saluer les accords signés au cours de la TICAD 7, en particulier l'installation d'une usine d'assemblage de véhicules Toyota à Abidjan, la réhabilitation du CHU de Cocody et la construction de l'échangeur de l'amitié ivoiro-japonaise, dont la seconde phase a été déjà lancée. Kaba Nialé a exposé les attentes du gouvernement ivoirien, notamment le renforcement des investissements japonais dans notre pays. Cela nous a donné l'occasion d'inviter ce secteur privé, mais également les officiels japonais à nous accompagner lors du groupe consultatif pour le financement du plan national de développement 2021-2025. La Côte d'Ivoire est en attente d'une plus grande implication du secteur privé pour pouvoir donc lui permettre de mobiliser les 110 milliards de dollars US pour financer ce plan, puisque 74% des financements sont attendus du secteur privé japonais. Cette visioconférence, qui a enregistré la participation de plusieurs autres pays africains, a été l'occasion pour le gouvernement japonais de réitérer son soutien au continent. Les discussions ont notamment porté sur les nouvelles priorités sur le développement en Afrique en se projetant dans l'ère post-Covid-19. Et parlons cette fois de la coopération ivoiro-marocaine. Le ministre des Transports est en visite de travail au Maroc. Amadou Koné s'intéresse à plusieurs domaines de son secteur. Il a échangé avec le président du groupe Tangemed, un modèle de réussite dans le secteur portuaire. Aujourd'hui, hub logistique premier en Afrique. Il a également rencontré le ministre du Transport et de la Logistique du Maroc. Notre envoyé spécial, Walter Amadou Ouattara, nous apprend que des projets seront bientôt réalisés en Côte d'Ivoire. Voici son reportage. Rabat, une équipe du groupe Tangemed accueille le ministre Amadou Koné dans l'une de ses administrations. Cette structure est un exemple de performance en tant que hub logistique. Premier port d'Afrique avec une plateforme multiservice, Tangemed, c'est au moins 1100 entreprises avec une connectivité maritime de plus de 180 ports et 70 pays de 5 continents. Le remarquable résultat est obtenu après une quinzaine d'années de travail. Ce succès et les stratégies qui l'ont engendré intéressent le ministre des Transports. Il ambitionne de les reproduire en Côte d'Ivoire. Déjà, des prédispositions se précisent. Le président de Tangemed et le ministre Amadou Koné ont paraphé 9 points contenus dans un protocole d'accord qui sera validé à Abidjan dans les prochains jours. Fouad Breni a pris l'engagement d'accompagner les projets présentés par le ministre ivoirien. Par la suite, la délégation s'est entretenue avec le ministre du Transport et de la Logistique du Maroc. Ici également, partage d'expériences et renforcement de coopération sont sur la table des échanges.
À la fin des différentes rencontres, le ministre Amadou Koné a instruit le directeur général du Fonds du développement routier à conduire une session d'immersion au département conception des véhicules neufs du groupe Tandje Med. Cette démarche s'inscrit dans la vision du renouvellement du parc automobile en Côte d'Ivoire, tel que voulu par le président de la République, Alassane Ouattara. Voilà pour la coopération Côte d'Ivoire-Maroc dans le secteur des transports, la coopération qui est également en bonne marche avec le Royaume-Uni. Un business forum, le premier du genre, entre les deux pays tenu à Abidjan. Plusieurs membres du gouvernement ivoirien ont pris part à la rencontre. La Chambre de commerce et d'industrie britannique en Côte d'Ivoire veut augmenter le flux d'investissement privé. Cheikh Koné. L'Afrique, dont un bon nombre de pays connaissent des taux de croissance résilients et positifs, est un marché potentiel que le Royaume-Uni ne peut plus se permettre de négliger. Il faut donc, en plus de renforcer la coopération économique existante, repenser son approche et la rendre plus inclusive. C'est l'objectif de ce premier Business Forum organisé à Abidjan. Nous avons organisé ce forum pour qu'il soit dynamique et engageant, pour qu'il réponde aux questions des participants, pour qu'il fasse des liens directs entre des entreprises et pour vous inviter à voir le Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord d'un nouveau œil. Il va donner de compétences et d'engagement positifs pour le long terme. Le représentant du Premier ministre a clairement affiché l'ambition du gouvernement à travers la vision 2030 déclinée dans le PND 2021-2025. Celle de propulser la Côte d'Ivoire vers le statut de pays à revenu intermédiaire de la tranche supérieure avec la majorité de la population ivoirienne dans la classe moyenne à l'horizon 2030. Cette vision repose sur 4 objectifs de progrès humain. 1. Multiplier par 2 le revenu par habitant en 10 ans. 2. Créer 8 millions d'emplois en plus d'ici 2030 pour insérer notre jeunesse toujours plus nombreuse. 3. Diviser par 2 la pauvreté en la ramenant à moins de 20% pour changer le destin de millions de familles. Et 4, améliorer l'espérance de vie de 10 ans en la faisant passer de 57 à 67 ans. Le Royaume-Uni et la Côte d'Ivoire, c'est 427,2 milliards de francs CFA d'échanges commerciaux entre 2020 et 2021. Avec cette approche pragmatique, je ne vois pas de raison pour les hommes d'affaires britanniques de ne pas investir massivement en Côte d'Ivoire. L'autre temps fort de ce Business Forum est la tenue d'un panel de haut niveau qui a permis aux acteurs clés du secteur privé ivoirien et britannique de s'adonner à un exercice de partage d'informations couronné par des rencontres B2B. Et des rencontres, il y en a eu au Sénégal, à Dakar, au 9e Forum mondial de l'eau. La CEDEAO occupe un stand où les représentants des pays membres se succèdent pour expliquer leurs initiatives en matière de gestion de cette ressource vitale. Le ministre de l'Hydraulique était à cette tribune. Laurent Tchagba a présenté le document pays. La stratégie nationale dans le domaine montre les défis et les perspectives pour produire et distribuer de l'eau potable partout en Côte d'Ivoire. Moussa Konaté est à Dakar. Stand de la CEDEAO au 9e Forum mondial de l'eau. Face à un auditoire, le ministre Laurent Tchagba fait l'état des lieux des ressources en eau en Côte d'Ivoire. Après près de 2 heures de présentation et d'échange, des participants se prononcent. Nous intervenons dans cette présentation puisque nous venons de démarrer un marché important qui va permettre d'apporter aux populations plus de 32 000 m3 jour d'eau potable, principalement sur 2 régions, la région de Kimoukro et la région de Mimignan. J'ai pu apprécier le rapport que M. le ministre a présenté, qui couvre tous les aspects de l'AGIR à l'horizon 2030, ce qui va permettre à la CEDEAO d'atteindre les ODD liés à l'eau. La gestion des ressources en eau et la production d'eau potable implique plusieurs structures mises en place par l'État ivoirien, représentées à ce rendez-vous international de l'eau. Mobilisation des moyens, renforcement des actions d'assainissement, entre autres défis à relever. Le ministre de l'Hydraulique assure de la volonté du gouvernement à réussir le pari de la gestion des ressources en eau. Quelles sont les difficultés et qu'est-ce que nous attendons des bailleurs de fonds, qu'est-ce que nous attendons des autres pour nous aider à améliorer ce qui est fait en Côte d'Ivoire.
Et le fait de présenter un document pays, document consensuel qui est élaboré et présenté à ce forum démontre la volonté de la Côte d'Ivoire de pouvoir mettre en place l'AGIR qui est important pour la gestion des ressources en eau. L'AGIR, gestion intégrée des ressources en eau, est une vision de la CEDEAO pour inciter les dirigeants ouest-africains à s'engager pleinement dans la préservation des ressources en eau. Et la disponibilité de l'eau potable est un facteur important de lutte contre la malnutrition. Le Comité national pour la nutrition, l'alimentation et le développement de la petite enfance continue ses actions sur le terrain. Il a remis des vivres à Bundiali, c'est dans la région de la Bagoué, au nord du pays, un don destiné aux cantines scolaires dans la localité. Et puis en santé, après 2 reports, d'abord en 2020 puis en 2021, le congrès de la Société de parasitologie et mycologie s'est finalement tenu cette semaine. Une 4e édition qui s'est penchée sur les stratégies d'élimination des maladies parasitaires et mycosiques dans un contexte de Covid-19. 300 enseignants-chercheurs, praticiens de la santé et autres partenaires de la Côte d'Ivoire et de la sous-région ont pris part à cette rencontre. Elle se tient sur 2 jours à Abidjan. Et la journée de la météorologie mondiale célébrée le 23 mars dernier en Côte d'Ivoire. L'événement tenu à la Sodexam a permis d'évoquer les alertes précoces pour des actions rapides. Les populations sensibilisées sur l'utilisation des informations de la météo. Grâce Kando. La météorologie se définit comme la science du temps selon les experts du domaine. Cette journée vise donc à sensibiliser les populations à l'utilisation des informations météorologiques. Cette année, le thème choisi est « Alerte précoce, action rapide ». Le thème nous interpelle justement sur la nécessité de mettre en place un système météorologique national vigoureux, bien équipé, qui puisse accompagner le développement socio-économique de notre pays. Cette célébration, marquée par des journées portes ouvertes et des panels, est l'occasion pour le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité de revenir sur les actions menées par le gouvernement pour favoriser les alertes précoces. Depuis 1996 jusqu'à maintenant, nous avons dénombré environ 200 morts du fait des inondations dans le district d'Abidjan. Ces dernières années, des dispositions ont été prises par le gouvernement pour limiter justement ces dégâts. Il y a donc le plan ORSEC, comme son nom l'indique, l'organisation des secours, pour préparer justement et mettre en œuvre les moyens qu'il faut en cas de catastrophe. En 2020, la Côte d'Ivoire a connu une grande inondation dans le sud Comoé de façon générale. Et des dispositions ont été prises pour qu'une assistance et des secours soient apportés aux populations. Ça a été efficace. Nous continuons de travailler de façon permanente pour améliorer justement ces dispositifs. Des journées portes ouvertes se sont également déroulées sur les stations météorologiques de plusieurs villes de l'intérieur du pays. Objectif, expliquer le processus d'observation, de collecte de données et de diffusion d'informations météorologiques. Et dans la commune de Yopougon, c'était la sortie officielle de l'Alliance des jeunes oufouettistes de Côte d'Ivoire. Le mouvement politique ambitionne de prôner la paix, le dialogue et le vivre ensemble dans le pays. Jean-Marc Diadji. Journée spéciale dans le quartier d'Ananeret, dans la commune de Yopougon. Ce sont des associations de femmes et des jeunes en extase qui célèbrent la sortie officielle de leur mouvement, l'Alliance des jeunes oufouettistes de Côte d'Ivoire, AJCI. Sketch et allocution de leaders de jeunesse ont marqué ce moment solennel. Instant choisi pour véhiculer des messages d'union, de solidarité et de paix pour le pays. L'Alliance de la jeunesse oufouettiste de Côte d'Ivoire. Un seul objectif, promouvoir la cohésion sociale, la paix et l'union. Le ministre Adama Diawara, parrain de la cérémonie, a tenu à encourager cette initiative. Au sorti de son adresse à la jeunesse de Yopougon, 2 aspects développés, les actions de développement du chef de l'État et le vivre ensemble. Le premier volet consiste à revenir sur tout ce qui a été fait par le gouvernement Ouattara depuis 2011 en matière de développement, en matière donc de construction de routes, de ponts, d'écoles, de collèges, de lycées, d'universités, d'accès à l'eau potable. J'en ai profité pour demander aux populations de Yopougon d'être des vecteurs de paix, de cohésion sociale. L'Alliance des jeunes oufouettistes de Côte d'Ivoire, AJCI,
regroupe en son sein 137 groupements et associations de jeunesse dans le district d'Abidjan. Les investitures des sections de l'AJCI sont prévues dans les prochains jours à Abobo et Koumassi. Et l'actualité politique nous conduit dans l'Est. Les ressortissants du Grand Centre vivant dans la région du Haut-Sassandra expriment leur reconnaissance au président de la République, Alassane Ouattara. Ils saluent ses actions de développement et d'instauration d'un climat apaisé dans le pays. C'est à Daloa que s'est tenue cette journée d'hommage en présence du président du Sénat, Jeannot Ahoussou Kouadio, et des membres du gouvernement, Kader Sogodougou. Ils sont venus des différentes localités de la région du Haut-Sassandra pour dédier cette journée au premier des Ivoiriens, le président de la République, Alassane Ouattara. 10 années d'action de développement, 10 années d'efforts pour instaurer un climat apaisé partout en Côte d'Ivoire. 10 années durant lesquelles le monde agricole connaît une croissance du fruit de ses efforts. La promotion de ses enfants dans la sphère des décisions. Les ressortissants du Grand Centre vivant à Daloa crient leur reconnaissance à travers une journée d'hommage au chef de l'État. Cette rencontre qui voit la présence massive des chefs, des femmes, des jeunes baoulés de Daloa, de Vavois, d'Issia, de Zoubeu, se veut une tribune pour traduire notre reconnaissance au président de la République, son Excellence Alassane Ouattara. Il est vu comme le catalyseur de toutes les actions de développement initiées par Alassane Ouattara dans le Haut-Sassandra. Mamadou Touré, qui jouit également de la reconnaissance des populations du Grand Centre vivant dans le Haut-Sassandra, s'associe pleinement à ce rendez-vous du merci. Le président Alassane Ouattara nous a fait confiance. Et je peux vous dire que nous n'allons pas décevoir cette confiance. Et donc, inviter tous mes frères qui sont là, cadres. La seule chose, et le président donnera des indications, c'est de continuer à travailler à l'union et à la cohésion des populations et considérer que nous sommes des instruments au service des populations et à quelque niveau que ce soit, utiliser notre position pour aider nos parents. Le président du Sénat, Jeannot Ahoussou Kouadio, au patron de cette cérémonie, qui avait à ses côtés le ministre Amédée Kouakou et le secrétaire d'État Brice Kouassi, ainsi que de nombreux cadres du Grand Centre, a au nom des élus et cadres du Grand Centre, félicité leurs parents du Haut-Sassandra pour l'initiative prise. Merci de continuer à créer la cohésion. Comme je le disais, si vous avez quitté Didierville, parce qu'il y en a beaucoup ici, Thiébissou pour venir ici, et que vous avez été accueillis par nos parents, Bédé, c'est au nom de la cohésion nationale. Ne vous laissez pas embrigader par un parti politique. C'est fini la période de parti unique depuis 1990. Laissez, si tu es convaincu que tu peux être un pays, va faire un pays. Tu veux faire RHDP, va faire RHDP. Mais l'essentiel, c'est de regarder la Côte d'Ivoire et de préserver la Côte d'Ivoire des dérives. Des dons, des danses. Le Grand Centre à Daloa a fait de cette journée d'hommage à Alassane Ouattara un véritable moment festif. Les populations de Doropo ont aussi décidé de rendre un hommage au président de la République. Selon les initiateurs, grâce au chef de l'État, le département fait partie des localités modernes du pays. Ne disposant pratiquement d'aucune infrastructure de développement de base il y a quelques années en arrière, Doropo peut être fier de toutes les réalisations effectuées. Herman Yamia. Doropo, dernière ville de la Côte d'Ivoire située à la frontière nord-est du pays avec le Burkina Faso. Cette localité où les populations autrefois se sentaient abandonnées présente aujourd'hui l'allure d'une ville moderne. Un boulevard en 2x2 voies traverse toute la ville. Même la voie reliant Bouna à Doropo, longue d'environ 80 km, autrefois totalement impraticable, où il fallait entre 3 heures et 4 heures aux automobilistes pour relier les deux localités, est aujourd'hui réduite à moins d'une heure grâce au bitumage du tronçon. La ville qui ne disposait pas de château d'eau en possède deux maintenant. Le groupe électrogène, qui alimentait toute la ville en électricité, a fait place au réseau électrique national, permettant ainsi à environ 70% des villages du département de profiter de l'électricité. Mais mieux, plusieurs villages disposent aujourd'hui de centres de santé et d'écoles grâce au président Alassane Ouattara. Autant de raisons valables qui ont amené les populations du département de Doropo
à lui rendre un vibrant hommage. Il peut compter sur la population de Doropo dans l'accompagnement de toutes les actions de développement qu'il va entreprendre pour notre pays, la Côte d'Ivoire. Le ministre gouverneur du district autonome d'Izanzan a ajouté que tout le district est reconnaissant au président Alassane Ouattara pour avoir sorti cette vaste zone de la précarité. Dans le district, nous ne cesserons jamais de dire merci au chef de l'État. Et le message que je porte, c'est un message d'espoir. Des efforts doivent être faits afin d'aligner le département de Doropo dans les concerts des localités qui avancent dans ce grand pays qui est la Côte d'Ivoire. Dans les semaines à venir, les populations entendent organiser une cérémonie à l'honneur des forces de défense et de sécurité qui, au péril de leur vie, luttent contre les tentatives d'infiltration des terroristes. Dans le reste de l'actualité, la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest était réunie ce vendredi 25 mars à Accra, au Ghana. La CEDEAO a annoncé le maintien des sanctions à l'encontre du Mali. En raison du retard pris dans un retour des civils au pouvoir, un ultimatum fixé aux deux autres cas. L'organisation a également sanctionné la Guinée si elle ne présentait pas de calendrier acceptable pour la transition avant fin avril 2022 et le Burkina Faso s'il ne libérait pas l'ancien président Roch-Marc Christian Kaboré d'ici au 31 mars 2022 selon le communiqué final de la réunion des chefs d'État de la CEDEAO. Et c'est le samedi 20h, un rendez-vous est immanquable, la page culture. Allons d'abord à Kong. La deuxième édition du festival Akou s'est tenue dans la localité de Bolé, un événement culturel qui a mis l'accent sur la cohésion sociale. Plus de 6000 festivaliers venus des différentes régions de la Côte d'Ivoire ont participé à la valorisation du riche patrimoine culturel et gastronomique des peuples d'Ogossé, Gan et Komono. Walter Amadou Ouattara. Retrouvailles, communion et cohésion étaient les maîtres mots de cette activité culturelle. Les organisateurs de cet événement se réjouissent de la mobilisation des populations. C'est toute la Côte d'Ivoire en miniature qui est présente ici aujourd'hui. C'est pour montrer l'importance de ce festival. Et nous sommes à la deuxième édition et nous voulons que ce festival se pérennise et est réalisé chaque 2 ans. Prôner l'entente et l'union entre les peuples d'Ogossé, Komono et Gan, c'est l'objectif de ce festival, soutenu par les autorités administratives, politiques, coutumières et religieuses. Le député Diomandé, représentant le ministre d'État, ministre de la Défense, Téné Birahima Ouattara, parrain de cette cérémonie, a félicité les organisateurs, insisté sur la solidarité et l'union, gage de tout développement. Les principaux thèmes sont la cohésion, la fraternité et la solidarité. Et pour nous, il était important de partager avec nos frères et sœurs, notre conviction dans le développement endogène, dans la prise en charge personnelle de nos problèmes, avant que quelqu'un d'autre ne vienne nous aider. Et vous voyez, c'était magnifique. Il n'y avait pas de Gants, il n'y avait pas de Komono, il n'y avait pas de Dorossé, il y avait des frères et des sœurs qui ont jubilé, qui ont dansé. Et c'est ça le plus important qu'il faut retenir pour la Côte d'Ivoire. Pendant ce festival, Bolé et Kong ont eu droit à une mémorable parade avec la danse du Koto. Un grand concert des troupes venues du Burkina Faso, du Ghana et celui de Togo ont gratifié les populations d'un grand spectacle devant la mosquée historique de Kong. L'appel citoyen pour la cohésion sociale, l'esprit de Akou Festival semble avoir été bien entendu par les populations. Et comme vous le remarquez, le plateau scintille d'une perle nationale. Notre invité de la page culture, le plaisir renouvelé de vous recevoir, Olivia Yassé, deuxième dauphine Miss Monde et Miss Monde Afrique. Est-ce qu'on va faire pour commencer, c'est de retourner à Porto Rico? Deuxième dauphine. La deuxième dauphine est Côte d'Ivoire. Miss Côte d'Ivoire. Bravo! Wow. Bravo! Wow. Bravo! Bravo Olivia! Bravo! Bravo! Bravo Olivia! Alors, en ce moment-là, qu'est-ce qui se passe dans la tête et dans le cœur de notre Miss? Je suis heureuse, je suis contente. En ce moment-là, il y a ma famille dans les backstage, donc je les regarde, je suis heureuse.
je vois le drapeau de la Côte d'Ivoire, ils sont fiers et je suis contente. Alors, votre participation à Miss Monde a vraiment mobilisé toute la Côte d'Ivoire. Le tricolore orange, blanc et vert est sorti, un peu comme à la CAN, cette compétition de football africaine. Comment vous avez ressenti justement ce soutien de tout le peuple, des autorités ivoiriennes? C'était génial, c'était impressionnant. Et même moi, j'étais choquée de voir à quel point les Ivoiriens s'étaient mobilisés pour moi. Je me rappelle j'étais à Porto Rico et un jour, il y avait un challenge multimédia et j'étais la première au multimédia. Et à toutes les autres qui m'ont dit, mais Olivia, les Ivoiriens, c'est combien là-bas, ils sont chauds. Il y avait tellement de soutien. Franchement, j'avais chaud, c'était chaud au cœur. Oui, et vous êtes arrivé mercredi. Oui. Mercredi, dans une belle ambiance, dans une mobilisation tout aussi folle, on va dire. Est-ce que comment vous voyez cet accueil au retour au pays? Il est vraiment à la hauteur du sacre? Ah oui, bien sûr. Il y avait les autorités, les représentants de la Première Dame, du Premier ministre, les Ivoiriens, il y avait de la musique, il y avait de la bonne humeur. Franchement, comme je disais, j'étais aux anges. D'accord. Alors, on va poursuivre avec Issa Tionayo, qui fait un retour sur les temps forts de cette compétition. La beauté ivoirienne, voire africaine, a eu sa place dans le concours mondial des plus belles filles de la planète. Olivia Yassé, Miss Côte d'Ivoire, a illuminé le monde entier par sa beauté, son intelligence, son courage, son travail et son abnégation. En prenant la couronne de la deuxième dauphine, Olivia Yassé a honoré la Côte d'Ivoire et tout un continent. C'est donc le plus logiquement possible qu'elle a bénéficié d'un accueil chaleureux et d'une mobilisation exceptionnelle à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny. Au salon d'honneur comme à l'extérieur, elle a eu droit à une véritable reconnaissance pour avoir dignement défendu les couleurs nationales en matière de beauté au plus haut niveau. Pour en arriver là, la Miss Côte d'Ivoire 2021 a bénéficié du soutien de la première dame Dominique Ouattara, marraine de Miss Côte d'Ivoire, organisée par le Comici, Comité Miss Côte d'Ivoire, dirigé par Victor Yapobi, et du gouvernement avec à sa tête le président de la République, Alassane Ouattara. Pour rappel, c'était le 16 décembre 2021 que le concours Miss Monde devrait se tenir à Porto Rico. Mais à quelques heures de la cérémonie, le concours est reporté en raison de plusieurs cas de Covid-19 parmi les candidates. Et c'est finalement le 16 mars 2022 que le concours a pu être organisé, toujours à Porto Rico. Alors, vous êtes sur le podium, c'était parti peut-être pour amener la couronne, vous n'avez pas atteint cet objectif, est-ce que vous êtes dessus? Non, pas du tout. C'est la première fois qu'une Miss africaine, surtout de l'Afrique francophone, arrive si loin à être dans le trio mondial. C'est pas rien. Donc je suis très fière de ce titre, même si j'ai pas... Je pense que j'ai atteint mon objectif parce que j'ai rehaussé le drapeau de la Côte d'Ivoire, j'ai amené mon pays le plus loin possible et pour moi, c'est tout ce qui compte. Alors, il y a certains qui disent on avait Didier Drogba, on avait Magic System, on avait Alpha Blondy, aujourd'hui on a Olivia Yassé. Qu'est-ce que ça vous fait d'entendre ça? Waouh, juste waouh. Parce que même pour moi, c'était des légendes. Mais moi, pour référence, je parle toujours de Didier Drogba, d'Alpha Blondy. Donc d'entendre que Olivia Yassé fait partie de ces références-là, c'est juste... C'est génial, je suis baignée. Alors, parlons de la compétition elle-même. Il y a un fait qui est marquant, c'est Olivia Yassé et la valorisation de la culture ivoirienne. On vous a vu, on vous a perçu vraiment dans les tenues de chez nous. Oui. C'était un message que vous vouliez passer? Bien sûr, je pense que les Ivoiriens, les Africains, nous avons tellement de talent. Et j'ai vu plusieurs stylistes ici qui avaient de belles choses. Et il fallait que je les porte au niveau mondial pour que le monde voit à quel point nous avons de belles choses, de belles couleurs, de beaux habits. Alors comment ça se passait là-bas au niveau de la première étape jusqu'à la dernière étape? Comment c'était l'ambiance? Vous étiez dépaysé peut-être un peu trop seul? Non, pas du tout, pas du tout. Je pense que ça aidait beaucoup aussi que je parle 3 langues. Du coup, je m'entendais avec les francophones, je m'entendais avec les latinas, je m'entendais avec les anglophones. À Porto Rico, c'est l'espagnol? C'est l'espagnol, exactement, c'est l'espagnol. Je m'entends super bien d'ailleurs avec la Miss Puerto Rico, qui nous a bien fait visiter son pays. Puerto Rico est juste génial, comme la Côte d'Ivoire, le temps, la musique, la culture.
D'accord. Alors, à vous voir sur le podium, justement, on a eu cette impression de quelqu'un qui avait vraiment bien préparé la compétition. Parlez-nous de cette étape de la préparation. Comment ça s'est déroulé? Alors, pour me préparer, comme j'avais dit, j'ai des gens qui m'ont aidé. Déjà, à commencer par le commissaire qui m'a inscrit au concours. La première dame, son époux, le président, le premier ministre, mes parents, tous ces gens-là qui m'ont accompagné et qui m'ont soutenu pour le concours, mon professeur de français, un coach pour la démarche et aussi mon ancienne carrière de mannequinat qui m'avait aussi aidé à être à l'aise sur les podiums. Et vous avez fait toutes ces préparations ici, sur place, avec le coach en français et tout cela? Oui, en Côte d'Ivoire, et même quand je voyageais, on avait toujours un groupe où on pouvait communiquer, toujours me donner des conseils. Et quelle était la part qu'a joué le commissaire dans cette préparation? Alors, il faut déjà un comité pour inscrire à un concours mondial comme Miss Monde. Ils m'ont accompagné, ils ont fait des posts pour multimédia surtout, où la Côte d'Ivoire a encore été vainqueur. Donc, ils ont beaucoup aidé. Alors aujourd'hui, vos rapports avec le commissaire, on sait qu'au début, il y a eu quand même quelques passes, on ne dira pas des passes d'armes, mais c'était tout comme. Aujourd'hui, comment ça se passe? Ah, mais c'est une famille. Hein. Écoutez, c'est une famille dans toute famille. Il y a des hauts, il y a des bas, il y a des malentendus, mais au final, on a le même goal, le même objectif, et tout se passe super bien avec le commissaire, avec à la tête le président Victoria Pobi, qui est comme mon oncle. Qui était à Porto Rico? Non, c'était Thierry Kofi. Le secrétaire général. Oui, qui est en contact directement avec le comité Miss Monde. D'accord. Alors, en quoi va consister justement ce mandat que vous venez d'avoir maintenant à l'international, surtout que vous aviez un mandat national qui prend fin en juillet. Oui, et finalement, comment ces deux mandats, vous allez les gérer? Ça reste un défi, non? Non, c'est très facile. Alors, le comité Miss Monde, ils doivent écrire à toutes les Miss continentales. Et je pense qu'on doit faire une tournée, c'est ce qu'il nous avait dit, qu'on doit faire une tournée mondiale avec la Miss Monde qui est encore à voir. Et pour mon mandat, il faut juste que je sois là pour terminer mon mandat de Miss Côte d'Ivoire et rendre la couronne à la prochaine Miss Côte d'Ivoire. D'accord, mais quand vous rendez la couronne, le mandat à l'international continue? Oui. Ça n'empêche pas. Et vous placez ce mandat justement sous quel signe, en ce qui concerne en tout cas le continent africain et principalement la Côte d'Ivoire? Oui, alors... Qu'est-ce que vous allez mener comme combat? Mais les mêmes combats, l'éducation, assumer son identité, les filles, les femmes, les droits des femmes, les droits des filles et tout autre combat qu'on va me confier. Vous allez mener des actions dans ce sens concrètement? Ce sera quoi par exemple? Oui, bien sûr. Au niveau des femmes et des enfants? Des tournées, des œuvres caritatives, des représentations, parler aux filles, visiter des écoles, des hôpitaux. Alors, je remarque que vous avez plutôt l'écharpe Africa, oui. Mais pas l'écharpe deuxième dauphine Miss Monde. Pourquoi? Il n'y a pas d'écharpe pour deuxième dauphine ou première dauphine. C'est que la Miss Monde et les écharpes pour les Miss continentales. D'accord. Alors justement, puisqu'on parle de l'après Miss, il reste évidemment quelques mois pour ce qui vous concerne. Mais l'après Miss, justement, c'est aussi vous-même, Olivia Yassé, 24 ans. Oui. Vous êtes étudiante. Oui. Le master n'est pas encore terminé. Non, en fin du cycle de marketing management, j'ai eu mon bachelor. Donc je vais poursuivre avec mes masters à Londres. D'accord. Oui. Et après ça, qu'est-ce que vous allez faire ensuite? Après ça, écoutez, je reste ouverte à d'autres opportunités, mais pour l'instant, le plus important, c'est de finir mon mandat, de finir mes études, et après, on verra. D'accord. Alors, qu'est-ce que ça vous fait aujourd'hui de savoir que vous rentrez dans l'histoire de la Côte d'Ivoire au niveau de la beauté ivoirienne? Comment vous pensez que cette image, vous allez pouvoir la protéger? Déjà, je suis honorée de ce titre-là. Je pense que c'est quelque chose, il faut en être fier, et il faut aussi l'utiliser dans le bon sens pour continuer à promouvoir la culture ivoirienne, les valeurs ivoiriennes, la culture africaine. En regardant tout ce que je peux parcourir comme document physique, visuel, comme document écrit, vous aviez une référence à une personnalité de l'histoire, c'était Abla Pokou. Abla Pokou, oui. Mais dites-nous comment ça se passe avec elle. C'était vos influences? Parce que je suis baoulé, déjà. Parce que je suis baoulé, je suis Akan. Donc, quand il était temps de faire ma vidéo d'introduction pour Miss Monde, il fallait inculquer les valeurs ivoiriennes.
Et il fallait mettre toutes les traditions qui me concernent. Donc j'ai tout de suite pensé à Blapokou, la reine des Baolé et des Akans, et j'ai tout de suite voulu raconter son histoire. Et quel pan de l'histoire vous avez voulu mettre en relief avec votre prestation en Miss Monde? C'est l'histoire d'une femme brave, d'une femme courageuse, d'une femme qui a mis son peuple avant elle, et pour pouvoir aider son peuple à avancer et avoir un futur. Donc j'ai tout de suite connecté avec cette histoire parce que c'est ce genre de personne-là que je veux être, c'est ce genre de leader-là que je veux être, rassemblé. Et on sent quand vous parlez qu'on a affaire à une personnalité qui est libre. Est-ce que c'est cette promotion, cette idée de la femme africaine que vous voulez? Oui, bien sûr. Bien sûr, pourquoi pas. Je pense que chaque femme a le droit d'être libre, chaque femme a le droit de s'exprimer, de croire en ses rêves et de faire ce qu'elle a envie de faire. Mais ce qui n'est pas facile sur nos tropiques, puisqu'on parle justement d'autonomisation. C'est un combat difficile, non? Oui, c'est un combat difficile, mais pas impossible. Pas impossible. Je pense qu'on a encore le temps, on a de belles femmes en Afrique, en Côte d'Ivoire, des femmes intelligentes qui vont aider pour ce combat, justement. D'accord. Alors, Olivier Yassé, c'est vraiment un plaisir, comme je disais tout à l'heure. Malheureusement, le temps qui court très vite. On a terminé cet entretien. On vous dira merci. Merci. Et on vous souhaite un très bon repos. On vous a sorti de pas grave. De votre repos, toutes nos excuses. Non, mais en même temps, ça nous fait plaisir d'avoir l'exclusivité de votre retour. Merci. Merci beaucoup, Olivia Yassé, d'avoir illuminé le plateau ce soir. Miss Monde Afrique, deuxième dauphine Miss Monde, Miss Côte d'Ivoire. Évidemment, jusqu'à juillet encore. On vous souhaite un très bon mandat. Merci beaucoup. Plein de succès. Merci beaucoup. Et à très bientôt. Voilà qui met un terme à ce journal. Merci de l'avoir suivi. Retour de l'actualité, 23h avec Abdoulaye Kodé. Ce soir, le sage nous apprend que le grillon tient dans le creux de la mer, mais on l'entend bien plus loin. Dieu le voulant, on se retrouve demain.